Nous sommes le 23 juillet 1983. Un Boeing 767 flambant neuf, tout juste intégré à la flotte d'Air Canada, s'apprête à effectuer une liaison entre Montréal et Edmonton, avec une escale prévue à Ottawa. À bord, 61 passagers et 8 membres d'équipage, menés par le capitaine Robert Pearson et le copilote Maurice Quintal, tous deux pilotes chevronnés. Mais ce jour-là, une succession d'erreurs humaines et de circonstances inattendues va mettre à l'épreuve leurs compétences, leur sang-froid et leur capacité à gérer une situation critique. Une journée qui aurait pu tourner au désastre s'est transformée en un exploit aéronautique qui restera dans les annales de l'histoire de l'aviation. Voici l'histoire extraordinaire du vol 143 d'Air Canada, plus connu sous le nom de Gimli Glider. Remettons les choses dans leur contexte. En septembre 1982, le Boeing 767 fit son entrée dans le monde de l'aviation commerciale avec United Airlines. Cet avion marqua un tournant majeur pour Boeing, devenant son premier biréacteur gros porteur. Mais ce n'était pas seulement sa taille qui attirait l'attention. Pour la première fois, un gros porteur de Boeing était équipé d'un cockpit conçu pour 2 pilotes, éliminant ainsi le besoin d'un mécanicien de bord. Cette innovation, rendue possible par les progrès fulgurants en avionique, ne fut pas accueillie sans résistance. Certains syndicats de pilotes dénoncèrent cette décision, mais la plupart des pays, y compris le Canada, acceptèrent ce changement technologique. Air Canada, la compagnie nationale, commanda 12 exemplaires du 767 en configuration 2 équipages et leur livraison s'étala sur 1983 et 1984. Parmi ces appareils, un avion ordinaire, immatriculé Charlie Golf Alpha Uniforme Novembre, fut livré en mars 1983. Rien ne laissait présager que cet avion allait devenir l'un des plus célèbres de l'histoire de l'aviation. Le 22 juillet 1983, l'appareil atterrit à Edmonton, dans l'Alberta, après un vol sans incident depuis Toronto. Pendant l'escale nocturne, un technicien monte à bord pour effectuer des vérifications de routine. Mais en inspectant le cockpit, il découvrit un problème inhabituel. Les 3 jauges de carburant, situées sur le panneau au-dessus des pilotes, étaient éteintes. Ces jauges sont essentielles pour afficher le poids du carburant dans les 2 réservoirs de l'avion. Le système est normalement très fiable, avec des canaux redondants canal 1 et 2, qui permettent au processeur central de fonctionner même en cas de panne partielle. Pourtant, ici, les jauges étaient complètement inopérantes. Le technicien Konrad Yaremko diagnostiqua une panne du canal 2 du processeur de quantité de carburant. Il isola donc ce canal et laissa le canal 1 fonctionner seul, ce qui permit de réactiver les jauges. Mais faute de pièces de rechange, la réparation définitive fut reportée et une note fut laissée dans le carnet technique de l'avion pour informer les équipages suivants. Le lendemain matin, le capitaine John Weir prit les commandes de l'avion et Yaremko l'informa de la panne. Cependant, une première confusion s'installa. Weir crut que le problème des jauges était présent depuis que l'avion avait quitté Toronto, alors qu'en réalité, la panne était survenue uniquement à Edmonton, au sol. Ce malentendu fut amplifié lors d'un relais d'information entre équipages à Montréal où le capitaine Robert Pearson et son copilote Maurice Quintal prirent le contrôle de l'appareil. Pearson, mal informé, pensa que les jauges étaient hors service depuis la veille et que les équipages précédents avaient utilisé des tests manuels pour mesurer la quantité de carburant. Avant leur vol vers Edmonton, Pearson et son équipe entreprirent un test manuel, appelé le drip test, pour mesurer la quantité de carburant. Ce test consiste à mesurer la profondeur du carburant dans le réservoir en centimètres, puis à convertir cette mesure en litres et enfin en kilogrammes. Mais une erreur critique se produisit à ce moment précis. Le facteur de conversion utilisé par l'équipe, 1,77, était incorrect. Le chiffre correspondait à la conversion en litres-livres, et non en litres-kilogrammes. Personne ne remarqua l'erreur, bien que des indices auraient pu alerter l'équipe. Un litre de carburant aviation, étant moins dense que l'eau, ne peut pas peser 1,77 kg. Le facteur correct était d'environ 0,8. Cependant, dans la confusion, les calculs furent effectués en utilisant cette donnée erronée. Résultat, l'avion quitta Montréal avec seulement la moitié du carburant requis pour rejoindre Edmonton. Les jauges, de nouveau inopérantes, ne purent alerter l'équipage de ce déficit. Après son départ, le vol 143 d'Air Canada survolait paisiblement le Manitoba à une altitude de croisière de 41 000 pieds. À bord, l'ambiance était détendue. Les passagers, au nombre de 61, profitaient du confort de cet avion moderne. Le capitaine Pearson et le copilote Quintal discutaient tranquillement avec un ingénieur d'Air Canada à propos des systèmes avancés du Boeing 767, un appareil encore relativement nouveau dans la flotte. Rien ne laissait présager le désastre imminent. Mais tout changea brutalement lorsque, sans avertissement, une alarme de basse pression de carburant s'alluma pour le moteur gauche. Pearson et Quintal, d'abord surpris, pensèrent à une simple anomalie. Après tout, l'avion avait volé toute la journée sans problème apparent, malgré l'absence de jauge fonctionnelle pour surveiller la quantité exacte de carburant. Quelques instants plus tard, la même alarme se déclencha pour le moteur droit. Le doute n'était plus permis, ils étaient bien à court de carburant. Pearson prit immédiatement les commandes et annonça à l'équipage qu'il s'agissait d'une urgence sérieuse. Perte totale de carburant à bord signifie que les 2 moteurs allaient inévitablement s'arrêter. Cette situation, rarissime dans l'histoire de l'aviation commerciale, les laissait face à des défis quasi insurmontables. Et en effet, quelques secondes plus tard, le moteur gauche s'éteint, suivi presque immédiatement par le moteur droit. L'avion était désormais un immense planeur de 132 tonnes. Tous les systèmes électroniques alimentés par les générateurs des moteurs cessent de fonctionner, plongeant le cockpit dans un silence troublant. La plupart des instruments tombèrent en panne, laissant les pilotes avec seulement quelques équipements analogiques, un altimètre, un indicateur de vitesse, un horizon artificiel de secours et une boussole magnétique. Heureusement, la Ram Air Turbine, ou appelée RAT, petite hélice déployée automatiquement sous l'avion en cas de perte totale de puissance, entra en action. Cette turbine hydraulique, bien que limitée en capacité, permit de maintenir un minimum de contrôle sur les gouvernes et les systèmes hydrauliques, sans lesquels l'avion aurait été
été totalement incontrôlable. Mais la rate n'alimentait pas certains systèmes essentiels comme les volets qui permettent d'augmenter la traînée et la portance de l'avion en vue de l'atterrissage. Le command board et le copilote savaient déjà que leur approche finale allait être très rapide. À 41 000 pieds, l'équipage devait trouver une solution immédiatement. Pearson, expérimenté et calme, prit la décision de se dérouter vers Winnipeg, la plus grande ville de la région, à environ 65 miles. Mais le copilote Maurice Quintal, qui avait servi dans l'aviation royale canadienne, proposa une alternative. Une ancienne base militaire désaffectée à Gimli, située à 45 miles au nord. Bien que moins équipée que l'aéroport de Winnipeg, elle avait l'avantage d'être plus proche, ce qui était crucial étant donné leur situation critique. Mais choisir Gimli comportait des risques. Pearson et Quintal ignoraient si les pistes étaient encore en bon état ou même utilisables. Il n'y avait aucune garantie qu'un atterrissage soit possible. Toutefois, les calculs de Quintal montraient qu'ils n'avaient pas assez d'altitude pour atteindre Winnipeg. Gimli devint leur seule option. La descente fut tendue. À chaque minute, l'altitude de l'avion diminuait, rapprochant dangereusement les pilotes d'une fin prématurée. Quintal, armé d'un stylo et d'un carnet, utilisa des calculs manuels pour estimer leur taux de descente et vérifier s'ils pouvaient atteindre Gimli. Chaque calcul confirmait que leur choix était correct, mais qu'il n'y aurait aucune marge d'erreur. Alors que l'avion s'approchait de Gimli, le command board réalisa qu'ils arrivaient bien trop haut et trop vite pour se poser sur la piste. En l'absence de moteur, ils ne pouvaient pas utiliser les volets pour ralentir l'avion ou ajuster leur trajectoire. Il opta alors pour une manœuvre audacieuse, une glissade avant. C'est une technique souvent utilisée par les pilotes de planeurs. Cette manœuvre consiste à orienter le nez de l'avion dans une direction avec le gouvernail, tout en inclinant les ailes dans l'autre sens. Ça crée une énorme résistance à l'air, permettant à l'avion de perdre rapidement de l'altitude sans pour autant augmenter sa vitesse. Je vais faire une parenthèse ici pour vous rendre bien compte de la dinguerie que le mec vient de faire. Il a fait déraper un avion de plusieurs tonnes, comme si c'était un planeur, pour lui faire perdre de la vitesse. C'est-tu jamais vu dans l'histoire de l'aviation commerciale? La manœuvre fut impressionnante, mais la situation était encore loin d'être maîtrisée. En s'alignant sur la piste, Pearson et Quintal découvrirent avec horreur que celle-ci n'était pas une simple piste d'atterrissage. Une partie avait été reconvertie en piste de dragster et une course automobile se déroulait à cet instant. Des spectateurs, des stands et même des véhicules étaient installés tout au bout de la piste. Pearson n'avait pas d'autre choix. Il devait poser l'avion là, malgré tous les obstacles. Tandis que l'avion s'approchait à une vitesse vertigineuse, Quintal tenta de déployer le train d'atterrissage. Le système principal étant hors de service, il utilisa la méthode manuelle de déploiement par gravité. Le train principal se déploya, mais le train avant resta bloqué. L'avion toucha la piste à une vitesse de plus de 300 km/h. Pearson abaissa immédiatement le nez de l'appareil, qui s'effondra faute de train avant, provoquant une gerbe d'étincelles alors que le nez raclait le bitume. Deux pneus éclatèrent sous la pression des freins d'urgence, mais Pearson parvint à maintenir l'avion sur la piste. Au bout de la piste, deux jeunes garçons à vélo sur le dragstrip se retrouvèrent directement sur la trajectoire de l'avion. Heureusement, ils purent s'écarter à la dernière seconde. Après les secondes qui leur sont parues si longues, le nez de l'avion s'immobilisa contre une barrière métallique au centre de la piste. Une fois l'avion immobilisé sur la piste de Gimli, le chaos initial laissa rapidement place à une prise de conscience collective. Ce qui venait de se produire relevait du pur miracle. Le vol 143, désormais surnommé le Gimli Glider, était en passe de devenir une légende. Malgré l'atterrissage brutal, le command board et son équipage firent preuve de calme et d'efficacité pour organiser l'évacuation des 61 passagers. Les procédures d'urgence furent mises en œuvre immédiatement, mais l'angle inhabituel de l'avion posait des défis inattendus. Le train avant effondré relevait considérablement la queue, rendant les toboggans arrière presque inutilisables. Certains passagers durent sauter depuis les ailes sans assistance, tandis que d'autres utilisèrent les issues de secours improvisées. Quelques blessures mineures furent recensées, mais aucun décès. Pendant ce temps, des spectateurs du dragstrip se précipitèrent pour prêter assistance. Parmi eux, plusieurs éteignirent rapidement un début d'incendie sous le cockpit, causé par le frottement intense du nez de l'avion contre le sol. Leur intervention rapide empêcha une catastrophe supplémentaire, solidifiant l'impression générale que tout s'était aligné pour sauver les occupants de l'appareil. L'équipage, les passagers et les spectateurs stupéfaits réalisèrent alors l'ampleur du miracle auquel ils venaient d'assister. Si le public et les médias célèbrent rapidement le capitaine Pearson et le copilote Quintal comme des héros, la réaction de leur employeur, Air Canada, fut bien plus mesurée. Une enquête interne fut immédiatement lancée pour comprendre comment un tel enchaînement d'erreurs avait pu se produire. Les conclusions furent accablantes. L'erreur initiale de conversion entre livres et kilogrammes, le manque de formation des équipages sur les spécificités du Boeing 767 et les malentendus successifs concernant l'état des jauges de carburant révèlent des failles importantes dans les protocoles d'Air Canada. En particulier, l'absence de surveillance stricte concernant les conversions de carburant dans un avion fonctionnant en système métrique fut identifiée comme l'une des causes racines de l'accident. Malgré leur gestion exceptionnelle de la crise, le commandant de bord et le copilote furent sanctionnés. Pearson fut temporairement rétrogradé au poste de copilote, tandis que Quintal reçut une suspension de 2 semaines. Ces mesures, bien que critiquées par le public, soulignaient la volonté de l'entreprise de rappeler l'importance des procédures et de la responsabilité partagée. Malgré ces sanctions, le Gimli Glider devint une source d'inspiration dans le monde entier. L'histoire du vol 143 fut relayée par les médias internationaux et des centaines de milliers de personnes furent fascinées par le sang-froid et les compétences des pilotes. Un documentaire fut réalisé, suivi d'un film en 1995 intitulé Freefall, vol 174, que je vous conseille vraiment pas d'aller voir. C'est atroce. Pearson, déjà passionné par le vol en planeur, fut célébré pour avoir utilisé ses connaissances pour sauver des dizaines de vies. Au fil des années, Pearson et Quintal furent réhabilités dans leur rôle de héros. Pearson reprit ses fonctions de capitaine et poursuivit une carrière sans incident notable. Maurice Quintal, de son côté,
continua à voler jusqu'à sa retraite. En 2006, Air Canada invita officiellement les deux pilotes à une cérémonie commémorative pour honorer leurs actions, reconnaissant enfin leur rôle dans l'atterrissage miraculeux. Quant à l'avion lui-même, il continua de voler pendant de nombreuses années après l'accident, après avoir été soigneusement réparé. Il servit jusqu'en 2008, date à laquelle il fut officiellement retiré du service. Mais au lieu d'être démantelé comme tant d'autres appareils, le Gimli Glider trouva une seconde vie dans un musée. Il fut exposé dans un hangar spécialement conçu où il continue d'attirer des visiteurs fascinés par son histoire extraordinaire. Vous pouvez d'ailleurs vous y rendre, il est toujours ouvert et il se situe à Gimli. Bah ouais, pas étonnant remarque. L'histoire du Gimli Glider est avant tout une leçon sur la résilience, l'humanité et la capacité d'adaptation en situation de crise. Mais elle met également en lumière les conséquences potentielles des erreurs humaines et des failles systémiques dans des environnements aussi complexes que l'aviation. Plusieurs réformes importantes furent mises en place à la suite de cet incident, notamment une formation renforcée, les équipages étaient mieux formés aux conversions entre unités métriques et unités impériales, les protocoles de carburant ont été changés, les procédures de calcul de carburant furent revues pour inclure des systèmes de vérification croisés plus rigoureux, et l'accent fut mis sur l'importance des systèmes redondants pour prévenir les pannes similaires. Mais au-delà de ces enseignements techniques, cette histoire rappelle également que même dans les moments les plus sombres, des individus ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires. Le capitaine Pearson et son équipage sont devenus des symboles de courage et de sang-froid face à l'adversité. Aujourd'hui, plus de 40 ans après les événements, le Gimli Glider reste une référence incontournable dans l'aviation. Les pilotes, les passagers et même les spectateurs du dragstrip se rappellent encore de cette journée mémorable où un enchaînement d'erreurs et de circonstances extraordinaires s'est transformé en un triomphe de l'ingéniosité humaine. Cette histoire illustre un principe intemporel. Même lorsqu'une situation semble désespérée, la maîtrise, la préparation et un peu de chance peuvent faire toute la différence. Le vol 143 restera à jamais gravé dans les mémoires comme l'un des moments les plus incroyables de l'histoire de l'aviation. Et voilà, on arrive à la fin de cette incroyable histoire. Si elle vous a ému, surpris ou inspiré, n'hésitez pas à me partager vos pensées dans les commentaires. Ces récits nous rappellent à quel point l'humain est capable de choses extraordinaires face à l'imprévisible. Merci d'avoir pris le temps de voyager avec moi à travers ce moment d'histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un like, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus et bien sûr, activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Prenez soin de vous, gardez toujours espoir face aux turbulences et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. A très vite et bon vol à tous.